Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et c'est le retour de FSP. Alors FSP, c'est la fameuse entreprise qui m'a envoyé il y a quelque temps une alimentation pour PC portable tout à fait extraordinaire, étant donné qu'elle fait plus que ce qu'on lui demande. Ça m'a vraiment étonné, mais je dis pas ça pour flatter, ni quoi que ce soit d'autre, la personne qui m'a envoyé ça, parce que je suis censé faire bien entendu, une critique objective, et ça, rien ne me fera changer d'avis à ce propos, étant donné que, de toute façon, ça servira à rien de cacher, les différents défauts éventuels qu'il pourrait y avoir dans des produits aux constructeurs, vu que c'est justement ce qu'il veut que je fasse, c'est-à-dire savoir ce que pense de manière totalement, comment on dit ça, le mot c'est quoi? J'ai perdu le mot, enfin en tout cas de manière non truquée, entre guillemets, hein, mais c'est pas le mot que je cherchais, un acheteur normal, quoi, tout simplement, qui verrait ce produit et qui se dirait, voilà, alors je vais acheter ce produit-là. Alors FSP, si vous savez pas ce que c'est une entreprise tout à fait respectable, même plus que ça, et j'avais déjà fait un petit speech dans ma précédente vidéo à propos de FSP, mais j'avais oublié de dire plein de trucs, et tout le monde m'a dit dans les commentaires, oh là là, t'oublies ça, t'oublies ceci, et c'est vrai, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que FSP est utilisé par différents constructeurs, donc, de PC, genre par exemple Acer, etc., parce qu'ils font des modèles qui vont du plus bas de gamme au plus haut de gamme, tout en étant d'une solidité convenable, et donc du coup, c'est eux qui remportent, entre guillemets, ce genre de contrat sur les ordinateurs de bureau que l'on peut trouver dans les supermarchés, etc., mais ils équipent aussi les serveurs et les PC haut de gamme de ces différentes marques, hein, pas que le bas de gamme, bien entendu. Et qu'est-ce que je voulais dire à propos de ça? Oui, et donc ils se sont lancés, ça c'est ce que j'ai oublié de dire, dans la vente au détail des alimentations, bon ça fait longtemps qu'ils le font, mais surtout de créer des vraies alimentations, genre pour le gros marché des gamers, etc., c'est-à-dire en gros, en faisant attention aux petits détails, parce qu'avant le problème avec FSP, c'est qu'il pouvait y avoir des détails qui étaient mal vus, comme par exemple, le câble pour relier à la carte mère était trop court, alors fallait acheter une rallonge, ce genre de truc, qui pouvait un petit peu embêter les gens qui montaient leur ordinateur eux-mêmes, et il paraît que, même si j'ai pas encore pu tester ça moi-même, que maintenant leurs nouvelles alimentations ont été testées, etc., et ont été donc mieux pensées pour l'utilisateur lambda, disons. Parce que ça, c'était vraiment le gros problème, c'est que c'était de la qualité, c'était pas cher, mais fallait faire avec quelques inconvénients, genre un ventilateur trop bruyant, ce genre de choses, qui semblent avoir disparu dans leur dernier modèle, et d'ailleurs, c'est vraiment ça, l'orientation actuelle des FSP, c'est qu'ils essayent de s'ouvrir au grand public. Et ils essayent aussi de s'ouvrir à de nouveaux marchés, et c'est ce que nous pouvons voir avec l'objet de notre vidéo actuelle, c'est-à-dire ce chargeur USB et ce bloc de recharge, en gros, on appelle ça un power bank en anglais, mais en français on pourrait appeler ça une batterie rechargeable d'appoint. Oui, voilà, on pourrait appeler ça comme ça, une batterie d'appoint, pour recharger comme ça en catastrophe un téléphone qui est, par exemple, qui s'est déchargé, etc. Donc on a ça dans son sac et ouf, heureusement qu'on l'avait, enfin bon, ce genre de choses. Et donc, bon, on va pas parler de ça pour l'instant, on va en parler dans une autre vidéo. D'abord, on va parler du chargeur mini USB. Alors, continuons quand même à faire un petit point sur FSP, parce qu'on va encore me dire que j'ai oublié un truc. Donc, FSP est utilisé par OCZ, en tout cas autrefois, et par Antec pour faire leurs propres alims. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce sont juste des alims FSP qui ont été rebadgés quand vous achetez la plupart des modèles Antec, par exemple. Donc, c'est vraiment une marque auquel vous pouvez faire confiance, dans le sens où ils sont à peu près partout, et depuis, regardez la réputation d'Antec, c'est pas parce que FSP est moins connu que ça veut dire que c'est un problème, étant donné que, en fin de compte, c'est du FSP qui est utilisé dans les Antec, et personne n'a jamais rien eu de spécial à reprocher à Antec, au contraire, c'est l'une des meilleures marques d'alim. Donc voilà ce que j'avais oublié de dire dans la précédente vidéo, et je pense que j'aurais plus besoin de refaire ce point-là dans une autre vidéo, parce que là, je crois que j'ai été, enfin avec les deux vidéos ensemble, assez complet sur ce truc-là. Donc s'il vous plaît, si j'ai oublié encore un truc, épargnez-moi ça dans les commentaires. Je crois que j'en ai assez dit. Donc ah oui, déjà on va parler de l'emballage. Alors l'emballage, je trouve qu'il est trop neutre. Il est vraiment, enfin bon, il est pas moche non plus, mais vraiment il est trop neutre, et surtout il y a un problème. Il manque une référence facilement visible pour savoir le bloc d'alim que l'on achète chez FSP. Pourquoi? Parce que vous voyez, ils en font deux, ils en font un 1 ampère et un 2,1 ampère. Donc 2,1 ampères c'est bien, je sais même pas pourquoi ils font une version 1 ampère, ça sert pas à grand chose en fin de compte, étant donné que la version 2,1 ampères, celle-ci, coûte moins de 14 € sur LDLC, et 14 € pour un bon truc qui fait 1 ampère, c'est déjà un bon prix, alors pour un truc qui fait 2,1 ampères, sincèrement, je trouve qu'ils devraient laisser tomber la version 1 ampère, étant donné que
1 ampère, ça permet pratiquement de tout recharger, mais il y a quand même quelques exceptions. 2,1 ampères, là, franchement, vous trouverez aucune exception, à mon avis. Et vraiment, encore une fois, très compact. Donc, comme je le disais, le problème, c'est qu'il manque une référence facilement visible. Genre, par exemple, si ça pouvait s'appeler le FSP, je sais pas, le FSP, MUSB, ou je sais pas comment ils pourraient l'appeler ça. Oui, par exemple, FSP-USB-2.1, par exemple. Bah voilà, au moins, ça permettrait de le trouver d'une simple recherche sur Internet, beaucoup plus facilement. Alors que là, franchement, je trouve que c'est une erreur, on peut chercher partout, il y a absolument aucune référence. Et le packaging est sympathique, hein, franchement, il me dérange pas du tout, mais voilà, quoi, il est un petit peu neutre malgré tout, enfin voilà, on dirait pas que c'est un produit qui est fait par une entreprise qui est quand même d'aussi bonne qualité que ça, c'est... Comme je le disais, ça va directement droit au but, hein, malgré tout. Hein. On voit une tablette, on voit un branchement USB. Tiens, d'ailleurs, ça suggérerait que ça fonctionne avec les produits Apple, avec l'ancienne connectique, c'est-à-dire ceux qui avaient une protection, c'est sur un chargeur conventionnel, et hop, ça recharge pas, il faut obligatoirement celui-là d'Apple. Eh bien, donc si c'est faux, bah là franchement encore un problème avec l'emballage là, parce que là ça suggère clairement qu'il s'agit du port d'autrefois des iPads et des iPhones, et donc du coup logiquement c'est pas censé se recharger sur tout et n'importe quoi. Donc voilà, on voit que ça peut servir à recharger tout et n'importe quoi, hein, bien entendu, c'est de l'USB classique, hein, comme vous le voyez, il n'y a pas de limitation, vous branchez ensuite un câble mini ou micro USB, je trouve que l'emballage est bien foutu malgré tout pour ce qui est de l'ouverture, parce qu'il a juste fallu que j'enlève cette espèce de truc, et hop, bon, le seul truc c'est le design bah voilà, ça fait un peu cheap. Bon, un truc par contre que j'ai trouvé bien, c'est garantie 2 ans. Alors garantie 2 ans, sincèrement, je trouve ça énorme, parce que ce genre de chargeur, c'est déjà difficile de se vanter de dire qu'on en utilise un quotidiennement, et qu'il ait réussi à faire 2 ans, alors qu'il soit garanti 2 ans, ça déjà c'est une bonne preuve qu'ils assument la qualité de leurs produits à un bon moment, quoi. Enfin voilà, ils se disent qu'il y a pas trop de risques que ça grille au bout de 2 ans, quoi, et qu'ils vous le remplacent gratos si vous avez un problème. Donc ça c'est pas mal. Ensuite, au niveau du poids, voilà, c'est lourd pour la taille, donc ça montre encore une fois, comme je le disais très souvent pour les transformateurs, pourquoi il faut un transformateur lourd pour savoir que c'est un transformateur de bonne qualité? C'est très simple, c'est parce que en fin de compte dedans, il y a un système magnétique, et pour faire passer le magnétisme d'une bobine à l'autre, eh bien il faut un cœur de ferrite, c'est-à-dire en gros un truc en ferrite, quoi, c'est-à-dire une sorte de matière qui transporte les champs magnétiques d'une bobine à l'autre. Et donc, pour que ça fasse ça, eh bien si on en met une toute petite, c'est pas forcément très efficace. Donc il faut en mettre une qui est d'une forme et d'une taille à peu près honnête tout de même, et fait avec des matériaux de bonne qualité. Si c'est lourd, logiquement, c'est que c'est de la bonne qualité. Donc voilà, bon, il y en a qui font à peu près 5 fois cette taille-là, que j'ai dans des trucs chinois, donc c'est pas très représentatif de la qualité, globalement de ces chargeurs-là, même si je viens de penser à ça, mais Arcos, Wiko, enfin des marques qui sont vendues chez nous, vendent avec des chargeurs USB comme ça, qui sont de la même qualité, voire peut-être un tout petit peu meilleurs, que les trucs immondement pourris, que je vais vous ramener en exemple. Ces trucs immondement pourris que l'on trouve souvent vendus avec des téléphones chinois ou autres trucs qui se servent d'un système USB pour la recharge. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais avoir à dire là-dedans? Ah, je savais pas vu que ça s'ouvrait en deux. Bon, ça s'ouvre en deux pour ne rien mettre. Faut dire en même temps, hein, on n'a pas besoin d'un mode d'emploi pour ça. Alors il y a toutes les langues derrière, le français est bien écrit, bon bah ça c'est logique. Par contre, je n'ai pas non plus regardé extrêmement attentivement, hein, peut-être qu'il y a un truc aussi ridicule que l'autre fois où il y avait marqué Samsung, enfin je l'avais pas vu du tout, il y avait marqué Samsung, c'était quoi déjà? Samsung, ou je sais plus ce que c'était, ou Samsung, je sais plus. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Enfin, des petites fautes de frappe. Mais en même temps, avec FSP, j'ai l'impression que c'est pas l'emballage qu'il faut regarder en premier, c'est plutôt le produit, qui m'a l'air d'être... Eh ben, en voilà une référence. Pourquoi elle est pas sur l'emballage, bon sang? Bon, elle est un peu compliquée, hein. FSP 010-10 AADA, bon, ok, pourquoi pas. Donc, voilà, 5 volts, 2,1 ampères, donc très bon chargeur. Pour le prix, encore une fois, fait en Chine comme tout de nos jours, bon, ça doit être aux normes françaises, ça, normalement, devrait y avoir aucun problème. C'est pas China Export cette fois-ci, mais ça doit vraiment être les normes CE, enfin,
j'ai quasi la certitude que ce soit le cas, parce que ça serait vraiment bizarre de tricher là-dessus. Donc, surtout quand on est une entreprise qui est disponible à l'intérieur de je sais pas combien de machines, etc. Donc, bon, s'ils pouvaient tricher là-dessus, ça serait un risque épouvantable, étant donné le nombre d'ordinateurs qui sont vendus, qui ne seraient pas aux normes si c'était réellement le cas. Donc, voilà, donc ça doit être aux normes sans aucun problème. Et en même temps, quand on s'amuse à faire un chargeur qui permet de pouvoir donner 2,1 ampères dans une si petite taille, je pense que les normes, c'est le cadet de nos soucis, parce que c'était vraiment l'ingénierie du truc qui devait être le plus difficile à concevoir derrière tout ça, avant tout le reste. Donc au niveau de la solidité, bah, voilà, je force comme un malade, hein, bien entendu. Donc on entend craquer un petit peu, mais impossible de le déboîter, impossible de... Non, bon bah c'est solide, hein. Franchement, c'est pas ce qu'on peut dire avec ce genre de truc où, oh, est-ce que j'ose le faire ? Non, je vais pas oser le faire, il marche encore celui-là. Bon, en tout cas, un de ces jours, je vous le ferai sûrement en vidéo, mais vous voyez déjà une fente se faire, mais si on force un peu trop, on le pète en deux. Donc voilà, c'est... Maintenant, il n'y a plus qu'à tester tout simplement l'efficacité du truc. Je sais pas s'ils promettent quelque chose en matière d'efficacité, mais bon, c'est très difficile à tester sur ce genre de truc, l'efficacité. J'ai pas de raccourci, il faudrait vraiment que je m'amuse à faire à brancher un truc qui consommerait en 5 volts précisément 2,1 ampères en vérifiant qu'il n'y ait pas un V-drop. Ça serait vraiment trop compliqué à faire. Ce qu'on va voir, c'est tout simplement si ça fonctionne bien. J'ai une machine en particulier notamment qui a vraiment besoin d'un nombre d'ampères assez élevé et surtout d'un courant extrêmement stable pour qu'il ne plante pas. Je vais vous le ramener tout de suite. C'est cette petite chose, c'est ce qu'on appelle un PC on a stick en anglais, c'est-à-dire en gros, tout simplement un truc qui se branche à la prise HDMI d'une télé, etc. Je vous rassure, il y a un câble qui se branche là et qui ensuite va se brancher derrière le truc si ça ne rentre pas à l'arrière parce qu'il y aurait un rebord ou je sais pas quoi, comme sur ma télé par exemple. Donc il y a un petit câble qui se branche là et qui ensuite va se brancher à l'autre bout si c'est pas possible. Et donc ce truc là, ça se branche en micro USB comme tous ces trucs là pour s'alimenter. Et si on branche un truc de 500 mAh, ça ne marche pas, même de très très bonne qualité, il faut au moins 1 ampère. Et si vous branchez un truc de 1 ampère qui donne réellement 1 ampère, mais qui est pas de bonne qualité, et c'est-à-dire qu'en gros l'électricité fait des trucs comme ça, vous savez, au lieu de faire 5 volts, ça c'est 5 volts constant, vous voyez, ça reste à 5 volts, et que ça fait un truc du genre 5 volts, pouf, ça remonte et hop, et ben ça fait planter ce truc-là. Donc c'est vraiment très dur de trouver une bonne alimentation pour faire ça, et ça le fait planter, comme je disais, mais directement, quoi, c'est-à-dire dès le démarrage, en fait, le démarrage ne se termine pas. Donc il y a plus qu'à tester ça avec ça, logiquement ça devrait fonctionner. Un autre truc qui a marqué, c'est que ça consomme moins de 0,1 watts si vous le laissez brancher avec rien de branché à l'arrière ou juste un câble avec rien de branché sur le câble. Donc ça c'est un truc que l'on va vérifier tout de suite. Alors voilà une machine que j'utilise très souvent et qui est vraiment très pratique pour certains trucs. Alors c'est pas d'une précision totalement absolue. Alors déjà un truc que je vais vous montrer, c'est que la plupart de ces chargeurs, même complètement pourris, consomment 0 watts quand ils sont branchés, quoi. Bon, il y a des exceptions, il y a beaucoup d'exceptions même, mais la plupart consomment 0 watts quand ils sont branchés, donc on va le brancher. J'ai tordu les prises ou quoi? Ah non, c'est bon. Donc on va le brancher. Ok, il vient de charger les condensateurs, et maintenant... Alors c'est pas 0,0 absolu, déjà il y a ça Mais bon, ça veut dire que ce truc-là n'arrive pas à le mesurer tellement c'est bas. Donc même avec ce genre de choses, normalement, il n'y a pas de problème. Mais après, vu la complexité de ce genre d'alimentation par rapport à celle-là, ça c'est vraiment d'une complexité microscopique, ils ont peut-être pas de quoi faire totalement... Enfin bon... Parce que par exemple, les alimentations de PC, faut savoir un truc, c'est qu'ils sont certes très efficaces quand on tire beaucoup d'électricité dessus, mais ils sont pas tellement efficaces quand on tire une faible électricité. Donc, alors, hop, tac, ça baisse. Et voilà, nous sommes à 0 absolu. Ok, bon pas de problème. Bon, si ça a mis longtemps à baisser, c'est parce que la mesure est pas instantanée, mais logiquement, c'est juste que ça a chargé les condensateurs, et ensuite, voilà. Enfin, un condensateur, au moins un condensateur, parce que c'est un peu ce que ça fait, une prise d'électricité au départ, et puis ensuite... Donc, en tout cas, c'est moins de 0,1, en tout cas, là, c'est certain. Donc, voilà, parce qu'il arrive à mesurer 0,1, ce truc-là. C'est juste que quand c'est en dessous, bien entendu, il n'y a pas la décimale qu'il faut, mais ça doit être 0,05 ou un truc du genre, enfin, voilà, quoi. Donc ça c'est vrai, mais bon en même temps je vois pas pourquoi ça serait faux, je vois pas pourquoi ils mentiraient sur l'emballage, étant donné que habituellement ils ont tendance plutôt à sous-estimer ce qu'ils vendent plutôt que de le surestimer. Purée que c'est dur à débrancher ce truc. En tout
cas, c'est ce qu'on a pu remarquer comme conclusion sur le dernier produit que nous avons testé venant de chez eux. Donc, si ça n'a pas changé, logiquement, c'est ça. Bon, bah, il n'y a plus qu'à maintenant brancher ça sur la fameuse machine dont je vous ai parlé, qui a du mal à démarrer avec des trucs, et qui a besoin d'un certain nombre d'ampères, et bon, logiquement, si ça fonctionne, eh ben, il y a vraiment rien à dire sur ce produit-là, et je ne pourrais malheureusement pas tester en plus grande profondeur, mais sincèrement, hein, si j'avais une petite balance de précision, je m'amuserais à mettre les deux sur la balance. Et là, vous allez rigoler, parce que celui-là, il pèse, mais rien, quoi. Rien du tout. Rien, que dalle. Oh, j'essaye de trouver un truc pour vous l'illustrer, mais c'est pas possible. Et celui-là, il pèse vachement lourd à côté, quoi. Et pourtant, il est beaucoup plus petit. Comme vous le voyez, hein, c'est au niveau de toutes les dimensions que vous pouvez faire, c'est à peu près 2 fois moins. Il y a juste la hauteur qui est à peu près identique. Tout le reste, c'est exactement, enfin, c'est exactement 2 fois moins, j'ai l'impression. Un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que la machine dont je vous ai parlé juste avant, que je viens de rebrancher à la télé, n'aime pas non plus les câbles pourris. Et ce câble-là est vraiment, vraiment pourri. Vous voyez un peu le niveau de médiocrité. Donc la machine là-bas n'aime pas les câbles pourris, donc je vais utiliser ce câble pourri, et si l'alimentation arrive à faire avec la résistance qu'il y a dans le câble, c'est-à-dire en fin de compte, vu que c'est un câble tellement pourri, on pourrait presque imaginer que c'est de la ficelle mouillée qui transporte le courant là-dedans, tellement c'est de la merde, eh bien, parce qu'en fin de compte, il fallait une bonne alimentation, et un bon câble pour faire fonctionner le truc là-bas. Et voilà, comme vous le voyez, ou comme vous ne le voyez pas, la caméra est pointée à mon affreuse, horrible télé Sony Bravia. Pour information, je déteste cette télé. Pourquoi ? Bah parce qu'elle arrête pas de désynchroniser avec tout ce qu'on lui branche dessus. En fait, ça marche bien qu'avec les outils qui sont faits pour les télés. C'est-à-dire, si vous essayez de brancher un PC dessus, même si elle a une entrée VGA, hein, ça ne supporte aucune résolution, et même quand c'est une résolution supportée, bizarrement, ça n'affiche rien non plus. Donc vraiment, c'est une télé très 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 mauvaise pour ceux qui sont exigeants en matière d'entrée vidéo, ce qui est mon cas. Donc vous imaginez un petit peu le degré de frustration qu'est d'utiliser cette télé. Et vous allez le voir d'ailleurs dans l'exemple qui suit. Donc voilà, bah, je suis parti pour brancher la chose. Normalement, ça devrait être moins flou après ça. Bon, pour information, la chose est branchée, mais elle veut pas s'allumer parce que le câble est vraiment, vraiment trop pourri. Je suppose que là, le câble est même carrément arrivé à sa fin. Ça se trouve, il est carrément coupé, donc il y a aucune... Enfin bon, bref. Je vais aller chercher un autre câble pourri. Bon, voici un autre câble pourri que vous voyez sûrement très très mal, mais enfin bon, en gros, c'est encore le genre de câbles qui sont fins comme un cheveu, et qui, bon, vous le voyez quand vous avez l'impression que c'est un peu moins fin parce que c'est très proche de la caméra, et qu'il y a du zoom, mais voilà, bon, c'est un vrai câble de merde. On va essayer avec celui-là maintenant. Là non plus, ça ne marche pas. Visiblement, une bonne alimentation n'est pas suffisant pour, comment dire, compenser totalement un câble de merde. Habituellement, ça arrive à compenser, mais il y a des limites, visiblement. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas un câble de merde, c'est juste un câble médiocre. C'est presque le même genre. Et là, la LED bleue qui s'allume quand ça démarre, au lieu de s'éteindre immédiatement après avoir essayé de démarrer et rater, eh bien, visiblement, bah, ça s'allume. Bon, je vais essayer d'avoir une image pas trop floue, voilà, ça serait bien. Donc, qu'est-ce que je disais oui, voilà, bon, là, donc, ça s'allume. On va voir si ça plante au démarrage, parce que, encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, ça a tendance à planter, cette machine, sur les alimentations de merde et les câbles de merde. Donc ça, c'est normal. Habituellement, c'est vers ce moment-là que ça plante. Et ça n'a pas planté. Bon, bah voilà, bah au moins on a la preuve que cette alimentation est largement suffisante pour faire fonctionner même les machines les plus capricieuses quand on leur met une alim de chiottes. Bah oui, parce que cette chose-là, là, que je vous ai montré, ça a beau être un truc chinois, il venait sans alim. Et on comprend vite pourquoi il venait sans alim. C'est parce qu'une bonne alim pour faire fonctionner ce truc-là, ça doit coûter cher. Bah justement, c'est le prix que ça coûte, à peu près 14 €. Je crois qu'on a une preuve que cette alimentation est déjà au moins supérieure, largement supérieure à la moyenne. Et maintenant, je vais la tester hors vidéo sur pas mal de trucs, genre par exemple des tablettes ou des trucs comme ça, que je connais comme étant extrêmement consommatrices, et on va voir comment ça se comporte, c'est-à-dire si ça chauffe beaucoup, ce genre de points qui peuvent être intéressants. Et me voilà, après avoir fait une forme de marathon de la recharge, j'ai rechargé tous les téléphones qui étaient pas à 100% que j'ai pu trouver, ainsi que les tablettes et autres trucs assimilables. Et on peut voir donc maintenant ce que vaut cette machine, enfin ce chargeur, si on s'en sert pendant une longue période de temps, de manière assez, comment dire, exigeante, quoi. Et donc,
Là où ça a été le plus illustratif, disons, des performances de cette chose-là, c'est que j'ai un téléphone de chez THL qui est prêt pour une vidéo suivante, qui a besoin de 2 ampères pour pouvoir se recharger, pas forcément besoin de 2 ampères, mais il est capable de servir de 2 ampères, et c'est là où j'ai vu que la chaleur dégagée par cette machine, quand on utilise 2 ampères d'un coup, quoi, quand on tire le maximum possible de cette chose-là, ou presque, eh bien la chaleur est assez chaude, mais bon, la chaleur est assez chaude, oui, oh là là, oui, ça c'est une grosse vérité de la palisse, mais enfin ce que je veux dire c'est, la chaleur est considérable, quoi, enfin c'est chaud au toucher, quoi, tout simplement, mais ça reste totalement convenable, enfin c'est pas plus que des chargeurs de la même taille qui font que 1 ampère, que j'ai pu remarquer, mais un truc aussi que j'ai pu remarquer, c'est que vous savez, quand on recharge un truc, ça commence très haut, genre 2 ampères, puis petit à petit lors de la charge, ça descend, jusqu'à 1 ampère, 500 milliampères, etc., et parfois même en dessous de 500 milliampères quand on est dans les derniers pourcents. Et franchement, quand on arrive vers les 1 ampère environ, parce que le téléphone me permet de savoir combien, grâce à un petit logiciel, de savoir combien, je suis en train de tirer sur la prise USB, quand on arrive vers les 1 ampère, ça devient tiède, mais alors vraiment à peine, on discerne à peine que c'est chaud, quoi, hein, vraiment. Et ensuite, dès qu'on passe à 500 mAh, ça commence à devenir presque froid, quoi. Et dès que c'est éteint, bien entendu, on sent pratiquement, vu que ça contient une grosse masse de métal, eh bien, ça absorbe la fraîcheur de la pièce. Enfin bon, on sent bien que c'est éteint, quoi, tout simplement. Enfin bon, bref, je sais pas si ce que j'ai dit est vraiment utile pour vous illustrer parfaitement ce que j'avais envie de dire, mais ce que j'avais envie de dire, c'est tout simplement que, en fin de compte, quand il est à 1 ampère, il chauffe beaucoup moins qu'un chargeur normal, mais quand il est à 2 ampères, quand même, hein, c'est quelque chose. Mais bon, c'est largement, comment on peut appeler ça, normal pour cette machine. Un deuxième truc que j'ai à dire, c'est que, quand il est à de faibles charges, surtout quand il est à des faibles charges, même s'il le fait tout le temps, hein, même quand il est à 2 ampères, il fait un très léger sifflement, enfin un bourdonnement, enfin je sais pas comment on peut appeler ça exactement, c'est difficile à décrire, mais en tout cas il fait un bruit, quoi, tout simplement. Et donc quand on est dans le silence complet, vous savez, genre la nuit, etc., on dort et la prise est branchée près de votre lit, par exemple, ça peut poser un problème si vous faites des recharges nocturnes, par exemple. Bon, quand il est branché avec rien branché dessus, ou quand la charge est finie, il ne siffle pas. Mais quand il est en fonctionnement, il fait un petit bruit, et ça peut être dérangeant, comme je l'ai dit. Ça dépend des gens, ça dépend... Oui, parce que ça dépend des gens, surtout parce que, vous savez qu'avec l'âge, on dit que, surtout avec l'usure des oreilles, entre guillemets, on entend de moins en moins quand c'est très aigu. Et là, le bruit que ça fait, s'apparente un petit peu à ce genre d'ultrason, donc au final, d'ultrason entre guillemets, parce que ultrason, c'est des sons que l'on peut pas entendre, donc c'est un petit peu en dessous des ultrasons, en gros, et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, et en fin de compte, oui, ça peut déranger certaines personnes, comme d'autres personnes peuvent en avoir absolument rien à faire, et bon, a priori, s'il est à plus de 3 mètres de votre lit, logiquement, il y a aucune chance que vous l'entendiez, ou tout simplement, si vous rechargez dans la journée, ça ne risque pas de poser de problème du tout, parce que le bruit ambiant va complètement couvrir le bruit du chargeur lui-même. Alors, le dernier truc que j'ai à tester, c'est ceci. Alors, je vais prendre cette prise multiple, tiens que je vois qu'elle est bien crado, c'est un truc que j'ai sorti en vitesse du KGB, donc je vais brancher ça dessus, et qu'est-ce que je vais brancher? Je vais brancher ça dessus. Une prise pour recharger donc les vieux iPhones, les vieux iPads, les vieux iPods de toute génération, même des iPod Touch, donc qui ne peuvent pas se recharger si le chargeur n'est pas compatible Apple, quoi, ou tout simplement pas de chez Apple tout court, parce que logiquement, on n'a pas le droit d'être compatible Apple, c'est Apple qui a envie de nous empêcher d'avoir des trucs compatibles avec ça, c'est une restriction totalement artificielle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un vieil iPhone et on va voir ce que ça donne. Donc... on va, et on va brancher cette chose. Alors, c'est bien branché tout ça? Oui, c'est bon. Alors, hop, et là, ça dit quoi? Eh bien, ça recharge. Bon, bah parfait, alors il est compatible avec les trucs Apple, enfin rétro-compatible, parce que c'est plus pour les vieux iPhones et les vieux trucs de genre. Mais à ce que je vois, il est compatible. Alors ça, c'est vraiment une grande surprise, parce que je m'y attendais pas que des constructeurs, entre guillemets, légaux, aient le droit de faire ça. Bon, en même temps, on n'a pas le droit non plus d'interdire les constructeurs d'être compatibles avec d'autres machines. Parce que il y a un droit en Europe, ou en France en tout cas, justement, qui fait qu'on a le droit de rétro-ingénierer tout ce qui est limitation injuste sur le hardware, vous savez, pour la rétrocompatibilité. Et il me semble aussi que l'Union Européenne a forcé Apple à utiliser le standard USB, ce qui veut dire que logiquement ils ont plus le droit de brider leur téléphone
pour ce genre de choses. Alors je sais pas si la caméra arrive à le remarquer, mais comme ce téléphone est presque à sa charge maximum, et qu'il doit pas être compatible pour des recharges à plus de 1 ampère en tout cas, même voilà, bon, on peut peut-être entendre le sifflement, bon, même si ça serait étonnant, même si la caméra est très très proche du truc en question, ça serait très étonnant qu'elle arrive à le capter tout simplement. Mais bon, si elle le peut, vous pourrez entendre le petit sifflement là. Et sinon voilà, j'ai plus rien de spécial à dire pour cette vidéo, donc on va la clore ici. Et donc en conclusion, c'est un chargeur tout à fait honnête, il a bien entendu les défauts que j'ai cités juste avant, c'est-à-dire le fait... bon en fait il a le seul défaut que j'ai cité juste avant, parce que le fait qu'il chauffe, c'est pas un défaut étant donné que tous les chargeurs de ce genre chauffent, mais le fait qu'il siffle un petit peu, c'est vraiment le seul défaut que je lui trouve jusque-là, parce que sinon il a réussi à faire fonctionner tout et n'importe quoi, même le test de l'iPhone 3GS, que je pensais être un test qui allait louper complètement. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que je l'avais réservé pour avoir un gros ratage en vidéo, mais non, visiblement non. Donc, eh bien, parfait ce chargeur, rien de spécial à dire, et je vous dis salut à tous, et à la prochaine!